une production de La Shop Studio. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joanie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Ce balado vous est offert grâce au précieux support de mes partenaires La Shop Studio, Rose Bouddha, Zayat Aroma et les bijoux Si Simples. À chaque épisode, on enregistre à La Shop Studio et j'ai le bonheur d'être habillée par Rose Bouddha, une entreprise qui est 100% alignée avec mes valeurs. Leurs vêtements sont entièrement faits au Québec de façon éthique et éco-responsable, conçus avec des matériaux recyclés et biodégradables. Utilisez notre code promo PastelFluo15 pour bénéficier de 15 $ de rabais sur toute commande de 100 $ et plus. Zayat Aroma est une entreprise d'ici reconnue partout dans le monde pour la qualité de ses huiles essentielles et la conscience avec laquelle elles sont conçues. Nous avons le privilège que le fondateur et l'alchimiste des essences, Michael Zayat, ait créé pour notre communauté la synergie Renaître à soi, une alliée pour vous connecter à votre essence. Utilisez Pastel Fluo 10 pour bénéficier de 10 % de rabais sur les huiles essentielles de Zayat Aroma. Et finalement, ce podcast est aussi possible grâce au support des bijoux Si Simples. Créés avec amour et intuition, les créations de Si Simples prônent la simplicité, la beauté, la joie de vivre et l'harmonie. La fondatrice Isabelle et moi avons même créé le bracelet Renaître à soi pour vous aider à vous connecter à votre nature cyclique et à vos besoins du moment. Utilisez notre code PastelFluo15 pour bénéficier de 15 % de rabais sur leurs produits. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Un cancer, on le sait, ça peut vraiment changer une vie et ça l'a changé profondément la vie de mon amie. Je suis tellement contente de... je suis tellement contente de faire cette entrevue avec toi parce que ça l'a changé la vie de mon amie Sophie, Sophie Reiss, qui a appris qu'elle avait un cancer du sein pendant la pandémie. Et tu viens de sortir, en fait, j'ai comme la première copie dans mes mains, qui est vraiment tout chaud, sorti du four. Tu viens de sortir ton livre « Un cancer en cadeau ». Oui, un cancer en cadeau, vous avez bien entendu. Et en fait, j'ai envie de commencer en t'honorant, Sophie. J'ai envie d'honorer ta force, ta résilience. Tu sais, moi, on est des amis, on se connaît depuis 20 ans. Puis, pendant longtemps, tu as gardé ton cancer pour toi. Tu avais besoin de vivre ça dans ta grotte. Puis, j'étais une de ces amies qui a pu quand même être là, qui était au courant. On se partageait beaucoup. Tu me partageais ce que tu vivais, tes doutes, tes peurs, tes hauts, tes bas. Puis, aujourd'hui, tu es en rémission. Aujourd'hui, tu as sorti ce livre extraordinaire et là, on va en parler parce que, honnêtement, c'est du jamais vu, là, le livre. Là. Je veux dire, tu as rassemblé une centaine de médecins spécialistes, mais en même temps, c'est un livre qui parle de tous les bienfaits aussi de la médecine holistique. Puis ça, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que tu crées un pont. Hein? Puis j'ai accueilli ici Sophie Maffolini sur le podcast il y a quelques mois. Puis justement, tu sais, on est rendu là, je trouve, en santé, de revoir complètement la façon dont on voit la santé, dont on voit aussi notre propre santé, puis notre propre pouvoir. Hein? Puis c'est ce que tu nous rappelles dans ton livre, puis dans ton cheminement, puis c'est ça que je veux parler aussi avec toi, c'est que on a ce pouvoir-là de choisir, en fait, la façon dont on va vivre ce cheminement-là, ce parcours-là. Puis c'est ça aussi que j'ai envie d'honorer, en fait. Tu sais, dans ton livre, une moment donné, tu dis, on me dit souvent que je suis courageuse, mais on ne choisit pas de vivre un cancer. Comme moi, j'ai pas choisi de perdre des enfants dans la vie, mais le courage vient
du fait de choisir dans la façon qu'on se fait vivre cette épreuve-là. Ouais. Puis j'ai envie de commencer comme ça. Tu sais, t'as décidé de te faire vivre ce cancer-là d'une façon complètement différente que la grande majorité des gens. Moi, j'étais en santé. Oui. En fait, je le croyais. Ouais. Puis le 4 décembre 2020, c'est là où j'ai eu un diagnostic de cancer du sein qui a été découvert de façon fortuite, sans aucun antécédent familial, pas de symptômes, pas de masse palpable, rien. Pourquoi? Parce que j'ai eu comme une intuition d'aller passer à travers tous mes bilans de santé. Ben, en toi puis moi, c'est parce que c'était la pandémie, puis je m'ennuyais de voir des humains. Puis moi, je voulais vraiment voir des humains, puis je me suis dit, ben quelle bonne idée pour passer à travers tout, tu sais, toute ma to-do list, là, qu'on n'a pas le temps de faire et tout ça. Puis j'ai une amie gynécologue bienveillante qui s'est dit, ben pourquoi tu n'irais pas aussi passer une mammo puis une écho? Comme ça, tu auras une référence plus tard pour être en mesure de voir, parce que tu as clairement les seins denses. Et ça arrive souvent aux femmes beaucoup plus jeunes, non ménopausées. Et c'est plus difficile des fois de lire des mammographies. Donc, c'est bon d'avoir des fois un barème, ce qu'on dit un benchmark, pour être en mesure de pouvoir s'y référer. Oui, puis tu n'avais jamais vécu de mammographie avant, puis tu as 38 ans. Tu avais 38 ans à ce j'avais moment-là. 38 ans à ce moment-là, en effet. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis c'est là, comme ça, qu'on a découvert cette masse-là. Puis quand on me l'a annoncé, donc le 4 décembre, j'ai tout de suite senti que j'allais faire quelque chose avec ça. Je te mens pas que j'ai pleuré ma vie arrivée à la maison, puis j'en parle beaucoup dans le livre parce que, je veux dire, c'est pas un cadeau. En fait, je le dis d'emblée, un cancer n'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau pour personne. Mais au fil de cette aventure-là, puis dès le début du livre, j'en parle à quel point il y a une tonne de personnes qui ont été ces fameuses pépites, ces fameux cadeaux à travers ce passage-là. Et ben là, j'en récolte beaucoup de beaux cadeaux, des beaux cadeaux humains. Et ça n'a pas de prix. Puis oui, il peut y avoir aussi de la lumière dans la noirceur. C'est vraiment hyper important de passer ce message-là. Et ben c'est comme ça que mon aventure a commencé. Puis pour revenir au livre, ça a été le jour 1 de ma quête. Fait au lieu de... Je me suis jamais posé la question « Pourquoi moi? » Mais je me suis plutôt donné comme mission « Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Mais c'est ça, parce que le pourquoi... En fait, puis je fais... C'est sûr que je relie avec ce que j'ai vécu à travers le décès des enfants. Demander, c'est que ça l'avance. Ça sert à rien, en fait. De se demander pourquoi tu bloques, tu sais. Exact. Mais quand tu prends action, quand tu dis, OK, maintenant, comment est-ce que je peux bien me faire vivre ça? Tu sais, maintenant que je peux pas changer la situation, comment que je peux bien me la faire vivre, justement? Puis moi, c'est que j'ai une énorme admiration parce que tu as décidé de justement reprendre ton pouvoir là-dedans, puis d'aller vraiment t'informer, alors que tu viens zéro du milieu médical. Ben non, mais zéro. Puis des fois, je suis comme, mais pourquoi j'ai pas fait mes études en médecine? Mais d'un autre côté, je me dis, mais des avoir fait en communication m'a donné quand même des réflexes d'aller fouiller aux bons endroits, puis d'avoir cette espèce de ces réflexes journalistiques et tout ça pour aller fouiller. Puis l'art de demander aussi, c'est quelque chose aussi que je suis quand même très bonne là-dedans. Oui. Et quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Donc, d'aller chercher justement, prendre mes compétences transversales pour même si je ne suis pas médecin, même si j'ai pas la prétention de l'être non plus, ben d'être capable d'aller chercher au bon endroit, ben ça a été une chance puis une richesse que j'ai eue, là. Ouais, puis je suis curieuse de savoir, tu sais, les médecins, tu sais, je te connais dans la vie, fait que tu poses des questions, tu vas aller au fond des choses. Est-ce que les médecins sont habitués de voir ça, des patients qui sont très engagés justement dans leur processus pas médical? Vraiment. Non, en fait, il y a deux situations. Bien, il y a des gens, en fait, qui d'emblée ne veulent rien savoir. Donc, un peu comme quand on va au garage, puis on remet nos clés de notre voiture au garagiste. Chez certaines personnes, c'est leur planche de salut, ils veulent rien savoir, il y a mieux s'en remettre. Aussi, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent poser des questions. Donc, ce droit de questionner est profondément, c'est un droit, là. En tant que patient, nous avons le droit de questionner. Puis après ça, bien, le deuxième point, c'est qu'il y a une réalité aussi. Il y a une réalité où est-ce que, présentement, dans le système de santé, il est à son plein régime. Donc, les gens n'ont pas de temps. Donc, les praticiens, les cliniciens sont extraordinaires. Moi, je leur rends hommage parce que tu l'as dit d'entrée de jeu. Je suis là pour créer des ponts, je suis là pour créer une discussion. Dans ma dédicace de livre, je dédie le livre autant à mon personnel soignants, donc mes médecins traditionnels, conventionnels, autant à mes thérapeutes. Je veux dire, pour moi, ils ont été d'un poids égal dans mon bonheur, mon bien-être, ma vitalité quand même. Tu sais, c'est très important de créer le lien. Mais ces derniers n'ont pas le temps avec les patients
je sais, c'est triste, mais il y a tellement d'hommes et de femmes qui m'écrivent sur un cancer en cadeau, sur le compte Instagram ou sur Facebook ou même par courriel en disant « Moi, j'ai eu un diagnostic en 5 minutes. » C'est ça, c'est que tu repars avec ton dépliant, j'imagine, sur le cancer, puis... Bonne chance. Donc, on est un petit peu laissé pour compte, tu sais. Puis moi, pour revenir un peu à ce que tu disais au départ, prendre action a été ma planche de salut. Ouais. Donc, moi, rapidement, je me suis dit, comment je peux passer à travers ça? Moi, j'ai toujours été curieuse. Hein, tu sais, j'ai créé Bébé Jetlag, qui est le site de référence pour parents voyageurs. Donc, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs a toujours été comme un réflexe. Tu sais. Puis je me suis dit, je peux pas m'en tenir tout simplement à ce qu'on fait ici. J'avais envie de voir qu'est-ce qui se passe en Europe, même en Asie, aux États-Unis. Donc, je me suis vraiment mis à fouiller toutes sortes de trucs. Puis... Oui, comme un laboratoire, en fait. C'est ce que j'aime, c'est que tu t'es plongé dans une quête qui est devenue ton laboratoire, autant au niveau vraiment de ce que la médecine conventionnelle peut faire, mais aussi comment est-ce qu'on peut nourrir la santé en parallèle. Exactement. Aussi, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je me dis, pour être en mesure de parler d'égal à égal, de questionner d'égal à égal avec son personnel soignant, il faut avant tout apprendre. Ouais. Et après ça, il faut comprendre. Ouais. Et il y a une distinction entre apprendre et comprendre. Parce qu'on peut apprendre des choses par cœur sans les comprendre. Ouais. Donc, moi, je me suis donné comme mission d'apprendre et comprendre. Après ça, clairement que j'ai vécu. Oui. Puis après, je me suis dit, comment je peux transmettre? En fait, consolider et transmettre. C'est vraiment ça mon processus. Et dès le départ, je savais qu'il allait s'en générer quelque chose. J'ai déjà écrit un premier livre. L'écriture, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Je veux dire, c'est voire thérapeutique quand même, là. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. C'est une passion. Oui, puis c'est une création aussi. T'sais, on le sent que ce projet-là vient du ventre. Vient de ton ventre. Hein? C'est vraiment ça. T'sais, on porte des bébés projets, puis puis là, tu viens de l'accoucher. Oui, exact. Et là, j'ai l'impression d'être enceinte de 43 semaines. Puis je crie à l'accouchement. Oui. Mais oui, je l'ai porté, je l'ai bercé. Mais ça reste son temps de gestation puis de préconception, parce que toute la notion de préconception, bien que le projet a pris vraiment 9 mois d'écriture, dont les 6 derniers vraiment à temps plein, mais avant ça, il y a un projet, c'est vraiment 2 ans de gestation. Puis ces 2 ans de gestation, moi, mon processus, comment je l'ai travaillé, c'est que pour moi, mes besoins personnels, tu parlais de liste de questions, j'ai noté toutes mes propres questions, puis j'ai trouvé les meilleurs spécialistes pour y répondre. Que ça soit justement, tu les nommais médecins, chercheurs, professeurs aussi, thérapeutes. Ici comme ailleurs, j'ai trouvé les meilleures ressources pour être en mesure de répondre à mes propres questions. Puis j'ai aussi beaucoup écouté sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des groupes de discussion de gens atteints du cancer aussi. Puis je me suis dit, mais c'est quoi leurs questions? Peut-être qu'il y a des questions ou des pistes que moi-même, des questions que je me suis même pas posées ou je pensais même pas. Puis, je les ai notées. Puis j'ai toujours trouvé le moyen de trouver réponse à ces questions-là. Mais là, ça m'a fait une masse d'informations hallucinantes et c'est ça que j'ai consolidé dans les 9 derniers mois. Mais c'est ça, parce que dans le fond, on peut peut-être juste... Ton livre, dans le fond, il est vraiment fait en 3 parties. Tu as vraiment la partie où est-ce qu'on on comprend toi, ton histoire, comment tu vis ça, qu'on est vraiment justement dans ton processus à toi. Après ça, on comprend tout ce que... C'est quoi le processus du cancer? Donc, c'est quoi la chimio? C'est quoi tout ce que les médecins, en fait, le langage médical? Parce que justement, pour monsieur, madame, tout le monde qui, comme moi, là, qui vient pas du tout de ce milieu-là, c'est vraiment un langage qu'on ne connaît pas. Donc, tu démocratises Exactement. tout ça. Je fais un genre de cancer 101 en section 2. Ouais. Donc, vraiment des notions de base. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tumeur, en fait? Ouais. Le stade, le grade, toutes ces choses-là, entre guillemets, d'un diagnostic de base, ça permet finalement aux patients, mais aussi à l'accompagnant. Puis c'est ça, je trouvais ça super intéressant aussi pour l'accompagnant, ou l'aidant, en fait, qu'il puisse comprendre en partie 1 comment quelqu'un qui reçoit un diagnostic peut le vivre. Puis je fais vraiment attention parce que la première page, une des premières pages, le titre est « Chaque expérience est unique et ceci est la mienne ». Puis ça, je reviens, puis je prends le temps, je me pose en le disant, là, puis vous m'écouterez en le disant aussi, je le répète, chaque expérience est unique et ceci est la mienne. Donc, je trouve que c'est très important de le nommer parce que c'est pas parce que moi, j'ai passé à travers tout ce processus-là, toutes les 25 chimios, les 33 radios, les 2 opérations et tout ça, avec presque pas d'effets secondaires, que
ça va pas arriver à d'autres mondes, même s'ils font tous les efforts. On n'a aucun contrôle nécessairement sur notre finalité non plus, tu sais. Donc, il faut que j'aille cette humilité-là, puis je tiens quand même à le souligner. Mais je pense qu'il y a plusieurs belles solutions. Mais avant tout, c'est ça. La section 2, c'est vraiment apprendre. Puis les solutions sont beaucoup en section 3. Ben oui, moi, j'ai eu un méga coup de cœur. C'est là que je trouve que ton livre est révolutionnaire. Oui. Parce que, justement, c'est comme, on peut-tu créer un pont entre la médecine conventionnelle et la médecine holistique? Est-ce qu'on peut voir que tout ça est un tout et que ça vient combler... En fait, la raison d'être est différente. Ça vient combler des besoins différents. Puis, en fait, c'est vraiment là que j'ai envie qu'on aille. Je sais. Mais pour le bénéfice des gens qui vous écoutent, la section 3, dans le fond du livre, la partie 3, dans le fond, elle s'appelle s'outiller. Puis s'outiller, je mets en lumière 100 conseils ou techniques qui contribuent à notre bonheur, à notre bien-être ou à notre vitalité et en complément des traitements conventionnels. Ça aussi, je répète là-dessus. Exact. En complément. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Exactement. OK, un et l'autre. Et ce que je trouve beau, c'est que dans le chapitre 36, qui est la transition, en fait, entre la section 2, qui est vraiment très... tu sais, comprendre, là, OK? Puis la démocratisation, tu sais, vraiment pour être en mesure de poser des questions. Puis tantôt, on parlait de liste de questions. Puis oui, moi, je suis arrivée avec vraiment plein de listes de questions, tellement que je les partage dans le livre textuellement. Puis je les ai bonifiées avec des experts et tout ça en plus. Mais c'est important aussi parce que moi, ce qui m'a marqué dans ton livre, c'est que tu disais qu'il y a des études qui ont été révélées que quand tu es actif dans ton processus, justement, tu as plus de chances de maximiser tes traitements. Ben oui, les effets des traitements conventionnels s'en voient maximisés. Donc, c'est ça qui est magnifique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Boucaram qui est extraordinaire, Christian Boucaram, c'est un oncologue à Maisonneuve-Rosemont, entre autres, qui collabore au livre, qui a écrit un super livre aussi, Le pouvoir anti-cancer des émotions. Donc, il est génial. Donc, il collabore d'ailleurs, c'est ça, au chapitre 36 aussi. Puis souvent, cette ouverture-là, en Amérique du Nord, elle est limitée, mais au Canada, elle est encore plus, et au Québec, encore plus. Okay? Oui, encore plus. Je sais pas pourquoi qu'on a une grande fermeture, mais en même temps, moi, j'ai juste envie de dire, hey, on peut-tu ouvrir, là, puis comme reconsidérer le paradigme actuel. Puis, tu sais, même, je disais qu'il y a comme 1000 hôpitaux aux États-Unis qui offrent des soins de Reiki, donc des soins énergétiques en première ligne. Donc, ça, de ce que je comprends, c'est que les gens reçoivent un traitement de chimio et reçoivent en même temps un traitement énergétique. Ben oui, mais je vais même aller plus loin. Dans le fond, le Reiki est même entré dans les salles d'opération aux États-Unis. Donc, on a un praticien énergétique qui va faire des traitements, pas dans tous les hôpitaux, mais dans bon nombre d'hôpitaux, à même la salle d'opération, en même temps que le chirurgien opère. En France, je veux dire, c'est incroyable. Il y a des médecins qui pratiquent l'acupuncture à même leur propre rendez-vous. Donc, un oncologue va venir te traiter, puis en même temps, pas te traiter, mais faire sa consultation et il va pouvoir te traiter en acupuncture en même temps. Ben même à Montréal, il y a un médecin dans ton livre qui induit les gens sous hypnose également. C'est Dr Boucaram. Oui, c'est Dr Boucaram. En fait, ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est un bon exemple concret. Lorsqu'on passe des IRM ou des examens comme ça, généralement, c'est très anxiogène parce que on est soit dans des tubes, on est dans des endroits qui sont très fermés, ça fait beaucoup de bruit, l'IRM, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc, il y a beaucoup de gens qui même refusent de passer ces tests-là ou arrivent au milieu de test et quittent. Ils sont anxieux. Ils sont pas capables, font des crises de panique. Donc, lui, il a été se faire former en hypnose. Donc, en plus d'être un éminent médecin conventionnel, ça a été quand même un des premiers à faire de la radiochirurgie. Je veux dire, il est extraordinaire. Oui, mais c'est ça, là, c'est que tu peux être très rationnel tout en... Comme un mini-wheat. Tu peux avoir les deux côtés. Oui, puis même, c'est complémentaire, c'est du plus. Mais oui. Alors, lui, il s'est rendu compte qu'en faisant écouter une trame d'hypnose qu'il avait lui-même enregistrée sur YouTube à ses patients, les gens adhéraient beaucoup plus à ce soin-là. C'est pas un soin, à ce test-là. Oui, puis même aux Children à Montréal, ils induisent les enfants sous hypnose aussi. J'avais vu un reportage, donc on le voit que le paradigme change tranquillement. Mais je trouve que ton livre vient justement démontrer que, en fait, que c'est tout à notre service.
c'est à notre service. Puis c'est au service aussi des praticiens parce Oui. qu'eux ont un sentiment d'impuissance Oui. hallucinant. Oui. Parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup d'empathie pour mon personnel soignant. Que ce Ouais. soit les infirmiers, que ce soit les médecins, que ce soit, je veux dire, tout le monde en première ligne, ils ont un taux d'épuisement hallucinant. Donc, eux-mêmes en auraient besoin aussi, Oui. tu sais. Puis de toujours dire, ben il n'y a pas de solution pour ça. Il n'y a pas de solution pour ça parce qu'ils ont les mains liées, tu sais. Ils peuvent même pas non plus, ils peuvent pas référer des gens qui ne font pas partie d'un ordre professionnel. Ils ont vraiment les mains liées, là. Oui. Donc, il y a un sentiment d'impuissance qui est très, très fort chez eux. Mais moi, je me dis, il faut qu'on fasse évoluer les choses. Ça n'a aucun sens. Heureusement, il y a des belles fondations qui offrent des traitements complémentaires. Mais souvent, ces fondations-là, comme je l'explique surtout au chapitre justement 36, je reviens toujours à ce chapitre-là parce que je trouve qu'il fait un beau Ils n'ont pont. pas d'argent. Ils n'ont pas de sous. Parce qu'ils n'ont pas de financement. Exactement. Parce que l'argent, malheureusement, c'est ça. finance. Là, Et exact. il y a des grandes inégalités parce qu'en région, aussi, l'accessibilité, parce qu'il y a des gens de partout au Québec qui nous écoutent, puis c'est pas partout pareil non plus. Ouais. Donc, en milieu urbain, c'est pas la même réalité qu'en région. Et ça, je trouve ça profondément triste. Oui, tout à fait, tout à fait. Justement, si on revient à ma partie préférée, la section 3. La section 3. La section 3 qui est vraiment sur comment est-ce qu'on peut nourrir notre santé puis notre bien-être aussi. Hein? Donc, dans le fond, il me semble que c'est une centaine de pratiques que tu as. Il y en a 100. En fait, il y en a définitivement, j'aurais pu continuer à l'infini jusqu'à 120 ans, mais j'en ai identifié 100. Ouais. Mais dans ces 100-là, c'est pas. Il y a aussi des conseils, exemple, sur la santé financière. Oui. Des choses comme ça. Donc, mais ça aussi, ça contribue à notre santé mentale et notre bien-être. Donc, j'ai été chercher vraiment des spécialistes là-dedans, au même titre que j'ai un point qui est sur démystifier qu'est-ce que c'est les chakras, tu sais. Ben, donc, c'est ça. Il y a tout c'est pour ça là. que je dis c'est extraordinaire parce que tout le monde est ensemble là-dedans. Ben moi, j'adore dire que tout le monde est réuni sous la même couverture. Exactement. Ce qui est très rare. Oui. Et sous la même mission, justement. Ben oui. Tout à fait. Puis justement, dans les pratiques de bien-être. Oui. Ça a été quoi? Parce que, tu sais, Sophie, là, Oui. moi, je suis très intense dans la vie, très passionnée. Je pense, Sophie, t'es l'amie que je connais qui est aussi intense que Non, moi. Je sais. Je sais. Nous autres, Joanie, c'est comme ma sœur cosmique parce que on a les deux un parcours similaire d'un point de vue corporatif qui a décidé, tu sais, d'après ça, de faire du sens. Moi, en 2016, avec La Ruche, toi, avec Pastel Fluo et tout justement ton changement de vie, moi aussi, avec Bébé Jetlag et tout ça. Même, on s'est réunis au projet. On était enceintes en même temps. On a nos vies qui sont en parallèle et unies. En tout cas, c'est particulier. Les deux, on vraiment. Ça, on est des grandes humanistes, je pense, exact, là, tu sais. Donc, exact. On a plein de qualités, mais pour ceux qui nous accompagnent, on est des fois un peu dur à suivre. Alors, on est intense, mais en même temps, ça crée des beaux projets comme ça. Donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que quand tu as appris que tu avais le cancer, tu t'es dit, OK, moi, là, je vais justement créer un laboratoire. Pour nourrir ma santé, pour nourrir mon bien-être, pour que justement, en parallèle de mes traitements de chimio, je puisse, c'est ça, nourrir la vie, finalement. Au lieu de nourrir, tu sais, de juste penser à la maladie, de nourrir la vie. Vraiment. Ça a été quoi? Là, il y en a 100 dans ton livre, fait qu'on n'ira pas pour les 100. Puis d'ailleurs, je suis tellement contente que je Shinrin Yuku, parce que Bernadette, qui collabore à ton livre, que j'ai interviewé aussi dans le podcast. Mais ça a été quoi tes pratiques? Vraiment tes pratiques ou tes découvertes, coups de cœur, tu sais, qui ont vraiment fait une grande différence pour toi. Puis naturellement, d'autres personnes, ça va être d'autres choses qui vont résonner. Mais toi, tu sais, si on se dit, faisons les 5 grands coups de cœur, là. Ben, avant de parler des pratiques, je peux peut-être parler d'un sens qui, pour moi, n'était pas développé, qui a tout à coup été super développé. Go! Vraiment, c'est drôle, ça me vient. On suit le flow. Vraiment, l'écoute, le son. On dirait que je suis devenue super sensible au son. Puis c'est pour ça aussi que dans les sons pratiques, il y a la musicothérapie, la sonothérapie, puis même je parle des fréquences sonores. OK? Qui ont une grande influence sur notre bien-être. Ben, en fait, je réponds à ta question, parce que ça fait partie d'un point, mais je regroupe ça dans le fond. Bon, ces pratiques-là, je les regroupe dans un point. Pour moi, je sais pas si c'est parce que j'avais besoin de faire du bruit pour taire mon bruit intérieur. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'ai créé un certain lien. Mais le son a pris une place incroyable dans ce processus-là. Donc, dès le jour 1,
que j'ai eu mon diagnostic, la nuit, je fais beaucoup d'insomnie. C'était vraiment... J'étais en mode survie. Donc, d'avoir mes AirPods dans les oreilles en permanence avec du son, c'était la chose qui m'a fait le plus de bien. Vraiment. Puis ça coûte rien. Hein? C'est pour ça que j'aime ça en parler, parce que ça vaut la peine d'investiguer là-dessus. Puis on n'est pas obligé d'avoir un cancer pour se dire que le son peut nous faire du bien. Non, hein? moi, je m'offre des bains sonores. Ah, j'adore ça! À Val-David, c'est ça. Il y a Annie-Claude Santoche qui offre des bains sonores. Puis moi, ça me porte. Ben oui. C'est là qu'on voit justement, OK, oui, Oui. ça a vraiment un impact sur notre être, sur notre corps, sur nos cellules. Ouais. Après ça, je mettrais un autre panier, qui est le panier de tout ce qui est thérapie énergétique. Oui. Donc, je parle de Jannick, je parle aussi de ma super Christiane en polarité. Oui. La polarité, tu as eu un grand coup de cœur. Je sais, tu m'en parlais beaucoup. La polarité, oui, parce que tu l'as dit en entrée de jeu, mais tu as été quand même ma confidente, parce que quand j'étais au départ de ma quête, moi, on va en revenir plus tard pourquoi aussi, c'est ça, j'ai gardé ça si longtemps que ça et tout ça, puis comment j'ai pu garder ça aussi longtemps. Mais j'allais justement, je posais toujours des questions. Connaissez-vous quelqu'un qui connaît quelqu'un pour trouver les meilleures références dans tout? Puis bon, la polarité est arrivée dans ma vie. Et toi, t'avais jamais fait ça avant. Mais moi, je suis vraiment du genre, cette personne-là est extraordinaire. Je vais la voir, sans savoir qu'est-ce qu'elle fait nécessairement. Oui, puis t'es vraiment une fille d'action, mais t'es vraiment une fille d'intuition aussi. Total. Oui. Je sentais que cette femme-là allait m'aider. Oui. Donc, j'ai été la voir. Le premier traitement que j'ai eu avec elle, c'était 2 semaines avant ma première chimiothérapie. Donc, voilà 2 ans, presque jour pour jour, parce que j'ai commencé au mois de février 2021, ma chimiothérapie. Et après ça, j'ai été la voir aux 2 semaines, puis c'était, même encore aujourd'hui, c'est une femme particulière, parce que des fois, je suis à la maison, puis je vais pas bien. Comme là, présentement, je suis épuisée, en toute transparence. Là, parce que là, on est à quelques jours du grand lancement de ton livre. Oui, c'est vrai. Il faut juste le préciser, on enregistre. Je suis vraiment fatiguée, puis des fois, Christiane m'écrit, elle m'envoie un petit mot. Fait qu'on a comme une connexion qui est vraiment super forte. Elle te ressent énergétiquement. C'est drôle, je me fais coacher. Moi, j'ai ma coach de l'âme à chaque... Suzanne Côté, à chaque mois. Puis des fois, elle va m'envoyer des messages. Justement, elle me ressent. Exact. Donc, c'est spécial. Exact. Donc, on développe des beaux liens comme ça avec ses thérapeutes. Puis même chose, justement, toutes les pratiques énergétiques, pour moi, ont été très importantes. Il faut pas non plus les minimiser. Il y en a pour qui ils vont sentir peut-être un bienfait supérieur ou inférieur, mais pour moi, ça a été très important. L'autre chose qui a été extraordinaire, puis je salue Guillaume avec tout mon amour puis ma gratitude, Guillaume de la clinique Spinal Saint-Joseph, pour pas le nommer, il est là depuis 15 ans au bout de ses aiguilles. Il a toujours été là pour moi. Donc, avant, pendant et après les traitements. L'acupuncture, c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas... Il y a plein de recherches d'ailleurs dans mon livre. Le livre est hautement documenté. Oui, référencé, là, exactement. Oui, il n'y a rien là-dedans. En fait, même dans la partie 2, apprendre, là, est endossé par tous les plus grands médecins et spécialistes du Québec. Donc, on parle de Zaki El-Afaf en génétique. On va parler de Dr Ayoub, tout ce qui est oncologie. Je peux en nommer tout. Chaque mot a été relu. C'est pas moi qui ai décidé de s'improviser, là. Non, tout à fait. Puis même... Tu sais, même la spiritualité, tout ce qui est plus spirituel, énergétique. Tout est endossé. La science est en train de rejoindre la spiritualité. Donc, on est vraiment dans un moment tellement intéressant de l'histoire de l'humanité parce que pour la première fois, OK... Il y a un point tournant qui s'en vient. Vraiment, oui, Puis moi, j'adore dire cette phrase. L'innovation d'aujourd'hui sera le commun de demain. Ben oui. Mais oui, c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc là, je suis rendue à 3 points. Sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé... Vas-y. Ben, là, j'ai comme un petit blanc, là. Ce qui recherche tes cellules, là, la neurostimulation. La neurostimulation. Je l'ai connue après la neurostimulation. Okay. Je l'ai pas connue au niveau de mon parcours, mais je l'ai connue au niveau de mon accouchement de livre, en fait. Et ça aussi, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Explique-nous ce que c'est parce que moi, c'était complètement nouveau. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi non plus. En fait, j'ai connu ça en faisant la recherche sur mon livre. Et c'est vraiment tout simplement niaiseux. On se couche sur un matelas, donc il y a rien à faire. Et au Québec, on a quelqu'un qui est super spécialiste là-dedans, qui est professeur Toy. Oui, il y a des gens partout dans le monde qui viennent me voir. Ça n'a aucun sens à Rive-Nord, puis à Québec. C'est vraiment drôle. Mais c'est en faisant justement cette recherche-là, je suis tombée sur lui, puis je me dis, je vais l'essayer, parce que c'est un peu ça, hein? Moi, j'essaie tout. Parce que avant, dans le fond, d'en parler, je veux l'essayer. Mais oui, tu sais ça. Vraiment. Tu expérimentais, puis après ça, tu transmets. Exactement. Ouais. J'ai été l'expérimenter. Ça m'a tellement rechargé les cellules, puis j'étais tellement pleine d'énergie que j'arrivais même plus à m'endormir le soir, tellement que c'était wow! Mais après ça, on a dosé quand même mes traitements, là, tu sais. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Donc ça, c'est le genre de technique qu'on connaît pas.
Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça fait? Parce que dans le fond, c'est que ça vient vraiment redonner, de ce que je comprenais, de la vitalité à tes cellules. Exactement. Donc, on ne traite pas la pathologie, mais il traite tout simplement. En fait, il donne de l'énergie et il active finalement les cellules qui, dans ton processus soit de guérison ou juste de bien-être, dans le fond, sont essentielles. Fait que c'est vraiment ça. Mais il est super intéressant, puis c'est comme un personnage aussi. Je le trouve vraiment drôle. C'est un beau coup de cœur, en fait, que j'ai découvert. Sinon, quoi d'autre? Ben, une chose qui est, tu sais, pour moi, je nomme en dernier, mais qui a été pas mal mon numéro 1, ben moi, j'ai réussi à garder mes cheveux. Je sais. Là, c'est ça. Là, c'est ma prochaine question. Ouais. En fait, tu sais, tu as vraiment vécu ça, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans ta grotte, hein, pendant presque la première année. Tu avais besoin de... Oui, puis, tu sais, bon, moi, je te connais depuis longtemps. Tu es une fille vraiment d'action, puis j'ai vraiment eu l'impression que là, est arrivé ce diagnostic-là et tu avais besoin de revenir à l'intérieur. Puis moi, je parle beaucoup des saisons intérieures. Moi, ça a été vraiment quand j'ai découvert le féminin sacré. Là, mon hiver était longtemps. Exact. Mais oui, mais l'hiver, il est important. Puis je trouve que... Puis moi aussi, ça a été une clé dans mon processus. Je sais pas si c'est un processus de guérison du deuil, mais du moins un processus d'apaisement, puis d'accueil, puis d'acceptation. C'était de pas rusher le processus de guérison et de pas vouloir aller tout de suite dans mon été, dans la lumière. Tu sais, de moment donné, tu connais ma petite phrase magique. Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Puis je te cite dans le livre! Je te cite à plusieurs reprises parce que vraiment, elle est super importante. Puis moi, ce qui était juste pour moi maintenant, c'était de garder le silence. Puis je pense que je le dis littéralement comme ça dans le livre en pensant à toi. Oui, j'ai gardé le silence, en fait, quand j'ai eu le diagnostic. Puis tu sais, ceux qui me suivent sur les médias sociaux, autant sur Instagram, sur Bébé Jetlag, autant sur Un cancer en cadeau, je suis sans filtre, en toute transparence, sans filtre au sens propre et figuré. Là. Vous verrez jamais un petit make-up, là, jamais. Ouais. Mais pour moi, j'avais besoin de garder ça de la façon la plus intime possible. Parce que j'avais besoin de puiser dans la force intérieure la plus profonde. Puis j'avais besoin de cette intimité-là, puis de garder ça pour moi. Puis c'est pas évident parce que quand on a un diagnostic, bien souvent ça vient avec des traitements. Puis en cancer du sein, les traitements de première ligne qui impliquent de la chimiothérapie font perdre leurs cheveux. Exactement. Fait que c'est ça aussi. Parce que là, tu as fait une grande découverte qui t'a permis de respecter la façon, justement, de pas en parler puis de garder ça pour toi, parce que c'est ça que tu ressentais juste grâce au casque réfrigérant. Alors ici, moi, je savais même pas que ça existe. Je pense que la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Mais moi non plus, je savais même pas que ça existait avant d'avoir ça. Là. C'est ça. Parce que là, le casque réfrigérant, ça t'a permis de garder tes cheveux. Oui, mon estime de moi. Oui, exactement. Oui, exactement. Parce que, tu sais, les cheveux, je veux dire, ça reste que c'est esthétique, c'est physique, mais en même temps, c'est beaucoup plus profond que ça. Puis, moi, je le dis, c'est une partie de moi. J'avais l'impression qu'on m'amputait quelque chose qui m'appartient sans mon consentement. Oui, et j'imagine que lorsqu'on n'a plus nos cheveux, c'est aussi tout le temps un reflet de t'es malade. Exactement. Un reflet envers nous-mêmes. Parce que quand on se regarde dans la glace, dans le miroir, on voit toujours se souvenir de la maladie. Puis ce souvenir peut durer longtemps parce que ceux qui m'écoutent et qui ne me voient pas sur YouTube, j'ai les cheveux quand même très longs. Puis vraiment, et au-delà de ça, lorsque je vais conduire mes enfants à l'école, lorsque je vais à l'épicerie, c'était mon droit de ne pas en parler. Mais lorsqu'on n'a plus un cheveu sur la tête, forcément, on a des regards, on a de la pitié, on est stigmatisé. Exact. Oui, et c'est toujours ce rappel constant qu'on est malade. Alors que je pense qu'à un moment donné, ça doit être... Je trouve que c'est ça... moi, je me sentais pas malade. Il y a ça aussi. Oui. Il y a ça aussi. Au-delà de ça. Parce que, au-delà de ça, moi, je me sentais pas du tout malade. Moi, j'ai eu le privilège, puis j'ai un privilège de ne pas avoir d'effets secondaires. Mais bon, c'est sûr, j'ai travaillé fort pour pas les avoir, les effets secondaires. Grâce à toutes les choses. Pratiques Exactement. Ouais. Mais ça a été un privilège parce qu'à chaque fois que j'avais ma chimio, je finissais toujours le mercredi. Le jeudi, je me laissais le luxe de me réveiller un peu plus tard, mais j'étais toujours en forme. J'ai toujours été conduire mes enfants à l'école. J'ai toujours fait leur boîte à lunch. Bien sûr, j'avais un soutien quand même de la famille qui était très... Puis des voisins aussi, je les aime d'amour. Mais j'étais là et j'étais en forme. Mais pour revenir à l'histoire du casque réfrigérant, lorsqu'on m'a dit mon diagnostic, et c'est drôle parce que j'étais seule dans la salle, COVID oblige, j'avais un dictaphone
dans mon téléphone et j'ai enregistré la conversation avec la médecin. Donc, ce que vous allez lire dans le livre, c'est mot pour mot le verbatim de la conversation avec ma super médecin qui était super bienveillante, elle était vraiment super douce. Mais à la question de la perte de cheveux, des effets secondaires, elle m'a dit, j'ai posé la question, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Et elle m'a répondu oui. On a trouvé des solutions pour apaiser pas mal n'importe quoi. Le mal de cœur, bon. Mais elle m'a dit textuellement, pour la perte de cheveux, on n'a aucune solution. Fait que même elle n'était pas au courant du casque Comme réfrigérant. 99,9% de nos médecins oncologues au Québec. Et malgré tout, je veux dire, c'est pas une nouvelle affaire, là. En 2010, en mai 2010, l'Université de Sherbrooke a fait une étude favorable à l'utilisation du casque au Québec. Mais malheureusement, on est tellement pris dans nos besoins criants de première ligne que le bien-être, là, et le bien-être des femmes, mais ça, là-dessus, on n'y rentrera pas, mais est au bout de la chaîne alimentaire, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je me suis dit... Oui, parce que... non. moi, je me suis dit... mais je me suis dit, attendez, là. Sur le coup, je suis partie avec toute cette espèce de revendication. J'ai même demandé, écrivez dans mon dossier, je ne veux pas de chimio. Puis elle était super bienveillante. Elle m'a dit, il y a des décisions qui peuvent se mûrir avec le temps. Elle savait que j'allais changer probablement d'idée parce que je tiens à la vie plus que n'importe quel humain que la Terre n'est pas portée. Mais elle voyait que je suis plus en réaction et tout ça. Mais je me suis dit, attendez, là, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune. On est capable de greffer des visages. Je peux pas croire dans ce temps-là, en 2020, on n'a pas de solution pour sauver les cheveux des femmes et des hommes. Mais je ne sais pas. Mais je me suis mis à faire des recherches, puis je me suis rendu compte qu'en Europe, c'est une technique qui est utilisée depuis près de 30 ans. Puis qu'aux États-Unis, en 2015, la FDA l'a approuvé. Donc, c'est dans plein d'hôpitaux américains et de cliniques privées. Comment ça se fait qu'au Québec, on ne connaît pas ça? Et la conservation des cheveux, je veux dire, les statistiques sont extraordinaires. Là. Oui, mais non, c'est sûr. Là, on parle de 86 là, de taux de satisfaction chez les gens qui l'utilisent selon le protocole. Puis ça, je mets vraiment un bémol, puis vous allez revoir sur le site d'Un cancer en cadeau. Oui, parce que c'est pas facile. Non. Dans le fond, tu as un casque sur la tête. Un casque réfrigérant. En fait, qui est glacé dans la glace sèche. La température, c'est entre moins 28 et moins 35, qu'on garde dans une durée normalement entre 6 et 10 heures selon les protocoles. Donc, à peu près, grosso modo, 50 minutes à 1 heure avant le début de la perfusion pour la durée de toute la perfusion de chimiothérapie. Et après ça, on retourne à la maison avec notre casque et on continue de changer aux 20 minutes pour maintenir la température. Je salue d'ailleurs mon papa qui a été extraordinaire et qui a été mon capeur et qui les a changés comme ça aux 20 minutes. Donc, c'est du sport. Là. C'est pas donné à tous. Puis t'as pas juste le casque, t'as les mains dans la glace et les pieds dans la glace. Mais ça, la bonne affaire, c'est que c'est juste... La bonne affaire. La fille est super positive. C'est juste la glace. C'est juste la glace et ça dure juste le temps de la perfusion. Donc, dans mon cas, mes deux premiers traitements, c'était 1h30 puis après ça, c'était 1 heure. Mais en effet, lorsque j'avais les mains et les pieds, les orteils dans la glace, le casque sur la tête, j'avais des écouteurs puis c'est pour ça que le son est important. J'écoutais vraiment de la méditation. Je me disais, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Puis j'allais chercher vraiment ma force intérieure parce que c'était pas facile. Ouais. Est-ce que je regrette? Zéro. Parce que ça m'a permis de gagner un certain contrôle. Puis un certain puis pouvoir de voir que je suis capable. Oui, puis l'espèce de force, tu sais, l'inconfort, là, notre relation. Moi, j'ai beaucoup... D'embrasser l'inconfort. D'embrasser l'inconfort. Moi, j'haïssais l'inconfort. Oui, exactement. Puis, une moment donné, c'est comme, comment est-ce que je peux arrêter d'avoir peur de l'inconfort? Comment est-ce que je peux... Puis, tu sais, le mental est tellement fort, hein? Donc, comment est-ce que je peux me déposer dans l'inconfort puis bien me le faire vivre? Et là, c'est là aussi que toutes les techniques que tu parles au niveau du bien-être peuvent agir aussi. C'est là que la pleine conscience, c'est là que une démarche... Tout est temporaire. Ouais. OK? J'ai un point juste dans les sangs qui s'appelle « Tout est temporaire ». Puis souvent, j'étais assise là, puis je me disais « Tout est temporaire ». Ce que je vis présentement, c'est temporaire. Ouais. Tout est temporaire. Ouais. C'est à la base de la philosophie bouddhiste. L'impermanence. Exactement. Puis j'ai comme eu un crash course de vie durant ces moments-là. Puis au même titre que je le dis dans le livre, quand j'ai quitté le 15e étage du Centre intégré de cancérologie du CHUM, je suis partie avec un sentiment que j'allais retourner d'une autre façon, c'est sûr. Mais
où j'allais presque m'ennuyer de ces gens-là. Presque, il y a comme quelque chose où est-ce qu'on est capable de transformer cette espèce d'inconfort en zone de confort. Puis ça, j'en revenais pas moi-même. Puis je sais que si vous êtes passé par là, peut-être que vous allez vous dire « Ah, c'est vrai, tu sais, ça résonne en moi. » Mais au début, mon premier pas que j'ai fait là, je me dis « Mais voyons, j'arriverai jamais à faire partie de ça. » Puis même, je le raconte aussi, j'étais assise dans la salle, puis d'attendre, je voyais juste des personnes âgées autour de moi, puis moi, je me disais, mais je suis bien trop cute, je suis bien trop comme jeune, j'ai pas d'affaires là, puis je me dis, mais l'humilité est revenue quand même assez vite lorsque l'infirmière m'a demandé quel est votre nom, le nom de jeune fille de votre mère, la date de naissance, puis qu'elle m'a tendu le médicament pour s'assurer que c'est bel et bien mon médicament et tout ça. J'ai fait, OK, je vais avoir exactement la même chose dans les veines que ma voisine à côté. Donc, cette place est pour moi. Ouais. Puis ça a été comme, oh, un gros choc. Mais oui, toutes ces techniques-là m'ont vraiment beaucoup aidé. Mais le casque réfrigérant, ça fait vraiment partie c'est mon cheval de bataille parce que... Oui, puis ça en fait même la mission de partager. Oui, puis je suis pas la seule qui embarque dans cette grande aventure parce que parallèlement, il y a Sophie Trudel-Ménard qui a fondé l'organisme Garde tes cheveux. Oui. OK? Et ça, je vais en parler 2 secondes parce que Sophie a été ma marraine. Puis c'est là où est-ce que j'ai vu toute la sororité, toute cette espèce d'importance. Puis je dis sororité parce qu'en cancer du sein, c'est souvent des femmes. Oui. Mais il y a des aussi... sœurs de sein. Moi, je les appelle mes sœurs de sein puis mes sœurs de casque. Mais j'ai aussi des frères de cancer. Je pense à David. Je pense vraiment... Et c'est quelque chose qui va au-delà du genre. Donc, cette espèce de communauté de gens qui sont passés par là, elle est forte, elle est belle et c'est un cadeau en soi. Et Sophie, elle aussi, c'est une fille qui est super... je sais pas si c'est une affaire de Sophie, là, mais vraiment, elle est brillante. Et elle, à l'époque, avait fait venir son casque des États-Unis en 2017-2018. Je veux dire, elle était une des précurseurs. Et elle s'est dit, je vais essayer de créer cette OBNL-là, qui est un organisme à but non lucratif, qui a pour mission d'informer puis de soutenir les patients qui voudraient avoir recours au casque réfrigérant. Et ensemble, maintenant, avec Jasmine Marcoux, Cléo Maheu, on est 4 bénévoles qui passent beaucoup trop de temps à sauver les cheveux puis changer le visage du cancer un cheveu à la fois. Mais on se fait un devoir, en fait, que tous les Québécois, hommes et femmes, sachent que cette technique existe. Après ça, ils choisiront s'ils le font pas. Tout à fait. Et là, c'est bien de préciser que c'est remboursé aussi, là. Je veux dire, donc, les frais, en tout cas, en partie, les assurances. Donc, oui, ceux qui n'ont pas l'assurance, bien sûr, c'est pas remboursé. Oui. C'est ça qui est un peu triste. Dans mes rêves les plus fous, j'adorerais que la RAMQ puisse un jour payer, mais bon, je salue les gens qui pourraient peut-être, on sait jamais, nous aider. Oui. Mais cela dit, et certaines compagnies d'assurance donnent le choix entre un casque réfrigérant ou une prothèse capillaire. Et ça, les gens ne savent même pas. Donc, à preuve que ça fonctionne, donc il faut une prescription médicale, mais reste que ça se fait très bien. Et le casque réfrigérant est considéré comme un matériel médical aussi, donc qui vient avec d'autres droits. Donc, consultez votre comptable pour ça. Mais c'est hyper important de savoir que ça existe. Puis après, c'est que ça devient un choix éclairé. Et pour l'instant, au Québec, on n'est pas capable de faire un choix éclairé parce que les cliniciens eux-mêmes ne savent même pas que ça existe. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de... oui! C'est l'éducation, finalement. C'est là aussi, je trouve que ton livre agit parce que justement, il y a tout un chapitre sur l'éducation qui nous éduque, qui éduque les patients, l'entourage, mais aussi les médecins. Oui, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Puis il y a une autre chose aussi que tu as transformée, c'est ton alimentation. Ah oui! Qui a eu un effet majeur dans ton processus. Moi, je suis une gourmande. Moi, là, j'étais vraiment du genre à finir toutes les assiettes de mes enfants. Vraiment, j'ai jamais fait de régime de ma vie. Quand j'ai eu mon diagnostic, la soirée même, j'animais une émission de télé à savourer là, à Radio-Canada. Là. Je veux dire, on s'entend que j'adore ça. Je trouve que c'est un beau parallèle. T'adores la vie. J'adore la vie. J'aime manger et tout ça. Oui. Et là, j'ai commencé... en fait, le début de ma démarche, j'adore mentionner ce livre-là parce que pour moi, il a été important. C'est le livre Rémission radicale de Kelly A. Turner. Elle, c'est une PhD américaine qui s'est dit... On est toujours après étudier les cas qui vont mal, mais pourquoi qu'on n'étudierait pas les cas qui vont bien? Donc, elle s'est mise à analyser ces 1000 cas de rémission radicale pour voir quels sont les piliers, les facteurs qui font tous en commun. Puis, elle s'est rendue compte, entre autres, puis il y a différents piliers, vous irez voir, là, puis son 2e livre, Espoir radical, elle rajoute même un pilier qui est le sport. Puis moi aussi, j'en parle dans mon livre du sport parce que c'est super important, puis prouvé scientifiquement aussi, là, on s'entend.
Et par rapport à l'alimentation, c'était un de ces piliers-là. Et là, je me suis mis vraiment à m'alimenter. Parce que je me dis, s'alimenter, les athlètes, là, quand ils vont aux Olympiques, là, ils changent leur alimentation. Lorsqu'on a vraiment une super performance à faire, on change notre alimentation. Et là, on demande à mon corps d'aller sous chimiothérapie, sous radiothérapie, parce qu'il ne faut pas minimiser la radiothérapie. Hein. Souvent, on se dit, ah, c'est comme, non, c'est pas facile la radiothérapie. Puis là, ouais, c'est un choc pour le corps. Ouais. Oui, puis il y a beaucoup de fatigue et tout ça. Je veux dire, c'est de la radiation et tout. J'en ai fait 33 jours. Je peux vraiment parler en toute connaissance de cause. Mais moi, à chaque fois que je questionnais mes praticiens sur mon alimentation, ils me disaient toujours, non, changez rien, mangez ce qui vous fait plaisir. Puis moi, je me suis dit, mais ça se peut pas. Puis c'est là où je me suis mis à lire les études, tu sais, tout l'effet Warburg. J'ai été voir aussi une naturopathe spécialisée en oncologie, Véronique Bourbeau, qui est vraiment une sommité, particulièrement au niveau des cancers féminins aussi, qui m'a vraiment fait un protocole alimentaire sur mesure. Et là, ça a été le début de ma découverte. Donc, d'aller dans des magasins... Déjà, mon alimentation était super saine, super bonne, bio, tout. Mm-hmm. Mais là, d'aller découvrir des aliments que je connaissais même pas avec beaucoup trop de lettres qui sont très bonnes au Scrabble, là. Puis, qu'est-ce que je fais avec du psyllium? Psyllium, oui. Du psyllium, oui, tout ça. Donc, c'est là où est-ce que j'ai vraiment changé mon alimentation du tout au tout. Donc, tu as ajouté des suppléments. J'ai ajouté des suppléments, mais j'ai aussi, exemple, éliminé tout le sucre aussi, basé sur l'effet Warburg. Puis ça, toute forme de sucre aussi, ça a été vraiment difficile. Ce qu'il faut dire, c'est que, de ce que je comprenais quand on s'en parlait, c'est que la chimio vient comme se nourrir du sucre. Pas la chimio. Non, pas la chimio. Non, pas la chimio. Non, c'est quoi d'abord? L'effet Warburg, en fait, c'est vraiment tout ce qui est cellules cancéreuses, en fait, va s'activer, se nourrir, Les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Si on le résume de façon très, très simple, oui. De façon très, très simple. À preuve, quand on fait un TET scan, dans le fond, on boit une boisson remplie de glucides. Donc, c'est ça qui est mêlé avec un agent pas phosphorescent, là, en tout cas, qui illumine. Oui. Dans le fond, c'est ça qui permet de voir les masses tumorales dans le corps, parce que c'est là où est-ce que les cellules s'activent comme ça et on voit des spots lumineux, entre autres. Donc, l'effet est documenté, je veux dire, Oui, il y a un lien, là, entre les cellules et le sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu enlèves le sucre dans ton corps? Bien, il y a deux choses. Moi, dans mon cas, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie, vraiment extraordinairement plus d'énergie. Donc ça a été la première des choses. Deuxièmement, je pourrais jamais dire qu'est-ce qui a contribué au fait que j'ai pas d'effet secondaire de la chimio ou de la radio. Ou en tout cas pas notable. Je pourrais jamais le dire parce que j'ai tout essayé, tu l'as dit d'entrée de jeu, là. J'ai vraiment essayé tellement d'affaires que je pourrais jamais le dire. En fait, probablement que c'est un moi, je pense que c'est un mix de tout ça, mais moi, je pense quand même qu'il y a eu un effet par rapport à ma récupération. Puis, est-ce que les effets bénéfiques de mes traitements conventionnels, je ne saurais jamais parce qu'il n'y a pas de garantie avec la chimio, il n'y a pas de garantie avec la radio, ni rien. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a un chapitre vraiment qui est extrêmement bien documenté, qui est fait avec Sophie Rolland, qui est une neuroscientifique, et la médecin Evelyne Borduas-Roy, qui est extraordinaire, qui participe au livre. Donc, ils ont vraiment documenté un chapitre complet sur l'effet Warburg, qui est l'effet, justement, tout ce qui est glucides et tout ça, si jamais vous voulez regarder. Le lien entre le sucre et les cellules cancéreuses. Exactement. Puis c'est ultra controversé. Vous allez voir, là, il y a plein d'affaires. Si vous voulez, vous allez tomber sur des choses qui vont se contredire et tout ça. Mais Sophie et Evelyne font vraiment un beau portrait de façon très simple et vulgarisée dans le livre, puis vous donne aussi des pistes pour que vous puissiez poursuivre vos recherches par vous-même. Puis un autre chapitre qu'ils font ensemble les deux, parce que c'est vraiment comme un binôme, ils travaillent en équipe, ils sont extraordinaires. C'est eux qui ont la clinique Reversa aussi, entre autres. Et sur le jeûne. C'est ça. Sur le jeûne. Donc, j'ai lu aussi qu'il y avait les travaux du docteur Walter Longo, qui n'est pas un farfelu du tout. Je veux dire, ses travaux sont étudiés au MD Anderson Center à Houston, au Texas. C'est un des plus grands centres en cancérologie. Donc, le fait de faire un jeûne qu'on appelle un jeûne chimio ou une restriction calorique a quand même plusieurs effets, là, mais ça diminue les effets secondaires de la chimio. Dans mon cas aussi, même, ça maximise les cheveux. Ça aide aussi. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais il y a plein d'autres bénéfices sur le niveau d'énergie et tout ça. Puis moi, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. Donc, concrètement, j'arrêtais de manger le lundi à 19h, donc c'était mon premier repas. Et je recommençais à manger le vendredi à 11h. Donc, ça a été ça.
pendant 12 semaines consécutives. Tu buvais? 1 litre de jus vert, dans le fond, que je faisais moi-même, et du bouillon d'os bio. 1 litre. Puis des fois, un tout petit peu de pois chiches où j'allais vraiment chercher une petite protéine comme ça, végétale, qui allait rentrer là-dedans. Moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas du tout naturopathe, donc je ne prodigue aucun conseil. Donc, ce que je dis là, c'est vraiment basé sur ma propre expérience et mes propres essais. Mais dans mon cas spécifique, chaque expérience est unique. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je vois, parce que maintenant, je suis à 2 ans, en fait, de cette aventure-là. Puis maintenant, je triche un petit peu quand même beaucoup. Ben oui. Je triche un petit peu beaucoup. Puis je me rends compte que j'ai beaucoup plus de fringales. Il y a beaucoup de choses qui... Le naturel revient. Oui, revient. Ouais. Puis j'aimais beaucoup. Je m'ennuie presque de mon état que j'étais avant ce truc-là. Mais c'est ça qui est vraiment impressionnant parce que même tu avais pris une prise de sang. Ah, oui! Vas-y, okay. je te laisse. Non! non, mais ça, je trouve ça magnifique parce que... Non, parce que... Mais c'est ça, tu sais, quand je dis que tu changes le visage du cancer, Sophie, là, c'est vraiment ça, là, je veux dire... vas-y. OK, être curieux, puis faire ses essais, puis bon, voilà. Mais moi, je crois beaucoup à la science. Je le dis, le livre est documenté. Je suis vraiment une fille totalement rationnelle. Oui, je suis curieuse, je vais au fond des choses. En fait, je questionne de façon hyper objective. Ouais. Okay? Vraiment, vraiment ça. Et ouverte. Et très ouverte. Et très ouverte. Pour moi, c'est ça, la science, en fait. Oui. On peut être ouvert et aller au fond des choses. Hein. C'est vraiment ça. Et, en fait, à chaque semaine, on a ce qu'on appelle un passeport en oncologie. Donc, moi, c'était dans le temps de la COVID, je trouvais ça super drôle. Tu sais, tout le monde ne pouvait pas voyager, mais moi, j'avais mon passeport en oncologie. Puis à chaque fois, je faisais des blagues avec ça en disant « C'est bon, j'ai mon passeport, je suis correcte. » Et à chaque semaine, j'allais prendre des prises de sang. Puis malgré le fait que je sois sous cette restriction calorique, parce qu'on s'entend que c'était une restriction calorique, malgré le fait que je fasse tout ce changement d'alimentation, puis que j'aille toute cette chimiothérapie qui passe dans mes veines et tout ça, mon bilan sanguin restait stable semaine après semaine. Et là, j'avais toute mon équipe médicale qui regardait ça, qui comprenait pas trop. Puis à chaque fois, ils me disaient, on sait pas trop qu'est-ce que vous faites, mais continuez de le faire. Fait que, OK. Mais ils demandaient pas, par exemple, qu'est-ce que vous faites. Bon, je reviens un peu à ce que je disais au début, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps de le demander, puis ils sont trainés à faire des questions, toujours des réponses fermées et tout ça. Mais la plus grande victoire, enfin pas victoire, mais en tout cas, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'à la fin des traitements actifs, c'est-à-dire là, 1 an jour pour jour. Donc à la fin de la chimio, là, ouais, puis on s'entend que c'est dur la chimio sur un corps. Là. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ta chimio? J'allais commencer un nouveau traitement d'immunothérapie orale que j'ai eu pendant 1 an et que j'ai fini d'ailleurs la semaine passée avec beaucoup de joie. Et donc juste avant, on a repassé un bilan sanguin pour s'assurer vraiment très complet, là, pour s'assurer qu'on ait encore là un marqueur pour le futur de ce nouveau traitement-là qui allait rentrer. Et j'ai la pharmacienne en oncologie du CHUM qui m'appelle, qui me dit écoutez, on a reçu vos résultats. Elle dit on comprend pas trop, mais votre bilan sanguin est meilleur que lorsque vous avez justement avant votre début de traitement de chimio, donc là 1 an. Donc mon bilan sanguin s'est même amélioré. Donc même si j'ai eu tous ces coups qui sont arrivés, donc ces 25 traitements de chimio qui sont rentrés, puis la médication associée aussi, parce qu'on a de la prémédication, puis j'avais aussi l'immuno qui rentrait aussi en ligne de corps. Oui, entre autres. Tout ça, mon bilan sanguin s'est vu amélioré. Mais moi, je me sens beaucoup plus en forme maintenant. En fait, c'est drôle parce que je faisais du ski de fond l'année passée. Je me suis mis au ski de fond avec en chimio complètement, là. Mais c'est super drôle parce que la veille de ma première chimio, j'ai été m'acheter des skis de fond. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ouais, c'est ma nouvelle passion aussi depuis que je suis dans le Nord. C'est ça. Là, je me suis acheté des skis de fond. En tout cas, je me suis équipée en ski de fond. Puis c'est fou comment ça change. Puis je fais beaucoup plus de sport qu'avant. Je suis en forme. Oui. Je suis en forme. Oui, il y a eu, en fait, on peut en parler des cadeaux. Oui! Il y a eu plein de cadeaux. Puis c'est pour ça, tu sais, un cancer en cadeau, puis je le comprends que un cancer, comme tu le disais, en fait, tu disais de vive voix tantôt, c'est pas un cadeau pour personne, sauf que au fil du chemin, tu découvres des cadeaux cachés. Puis moi, c'est un de mes messages, tu le sais, je veux dire, les cadeaux cachés derrière les épreuves. Ça a été quoi, les cadeaux?
Oh, il y en a tellement plein. Vas-y. Il y a tellement plein. Tu sais, souvent, tu le disais tantôt, on parlait de courage, mais le courage, c'est le cadeau de la peur. C'est vraiment ça. Je le répète tout le temps que le courage, c'est le cadeau de la peur. Puis moi, j'avais jamais eu peur. Donc, un des cadeaux, ça a été de connaître la peur. Moi, je me croyais là, comme quelqu'un invincible. Tu le sais, d'un point de vue professionnel, ça a toujours bien été. J'ai toujours senti que j'étais en contrôle de mes rêves, contrôle de mes projets. Mes enfants sont en santé. Je sentais toujours que j'étais au-delà de la mêlée. Mais là, j'ai connu la peur pour la première fois. Fait que ça, c'est un gros cadeau parce que ça a développé tout un côté aussi... je me considère quand même assez authentique, là. À la base, là, tu le sais, on est amis depuis 20 ans, là, mais ça reste que ça a été encore plus grand. J'en parle des conversations que j'ai eues avec des gens qui sont malheureusement décédés maintenant. Cette authenticité-là, cette vérité, dans le livre, je le nomme, je dis, je rentre dans une no bullshit zone. Oui, je te comprends. Ça, c'est un grand cadeau. Ça, c'est un cadeau! Oui, j'ai parce plus que... le temps. J'ai plus le temps, j'ai plus envie. Je respecte les gens qui ont des soucis au travail, j'en ai aussi et tout ça, mais à chaque fois, c'est un peu comme un arbre. Des fois, on voit ça passer sur Facebook, des arbres de décision. Non, oui, non. Puis là, quand les oui t'amènent dans une autre affaire, puis ça descend comme ça, ben moi, maintenant, je me pose toujours la question, est-ce que ma vie est en danger? Oui, non. Si c'est non, ça va aller. C'est vraiment, on dirait que mon niveau de panique est clairement beaucoup moindre qu'il était avant. Ça met tellement de choses en perspective. Exactement. Donc ça, c'en est un beau cadeau, cette espèce de connexion-là. J'en ai parlé aussi de tout ce réseau-là, ce nouveau réseau de sœurs et de frères de cancer, mais ça va au-delà de ça. C'est des gens qui ont une force de résilience et je me rends compte qu'un de mes cadeaux, et moi-même me rends compte que je suis quelqu'un d'extrêmement résilient. Oui, parce qu'on le découvre avec l'épreuve. Oui. Parce que... Puis là, je veux pas ramener ça à moi, mais tu sais, souvent, on me disait, j'aurais jamais pu passer à travers ce que t'es passé, perdre 2 enfants, ou je pourrais pas, moi, avoir un cancer, ou... Mais tu choisis pas. Non. Mais après ça, c'est comme, tu découvres, attends une minute, il y a comme une force qui émerge quand tu es dans des grandes épreuves comme ça, que tu n'étais même pas au courant que tu avais à l'intérieur de toi. Puis après ça, c'est, OK, mais attends, peu importe ce que je vais vivre dans ma vie, tu sais, comme moi, mon papa, là, il a une maladie neurodégénérative, je sais qu'on va le perdre dans les prochaines années. Et avant, là, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je vivrais beaucoup d'anxiété face à ce qui s'en vient. Et là, je suis comme, je le sais que je vais avoir la force de passer au travers. Puis là, ça donne encore plus de sens à là, au moment présent. On le savoir dessus, tu sais. Bien, je vais surfer sur le moment présent. Ouais. Une autre chose, en fait, puis là, je sais que ça fait quétaine de dire savourer le moment présent. Mais moi, non, mais je le sais que je peux mourir demain. Parce que moi, le 4 décembre, quand je suis rentrée dans le bureau à Maisonneuve-Rosemont, puis je me suis assise là, je suis rentrée comme une femme en santé. Quand je suis sortie de là, j'ai perdu complètement le contrôle de ma vie. J'avais plus de contrôle. Et à chaque fois que je vais passer mes bilans, le 17 janvier dernier, j'ai été repasser mes examens. Je vis ce qu'on appelle la scanxiety, qui est vraiment l'anxiété de scan. Et à chaque fois, je sais que lorsque je mets le pas dans l'hôpital, je ne sais pas comment ma vie va sortir. Okay. Donc, je sais que je peux mourir demain. Ce qui fait que mon niveau de passion, qui était déjà vraiment intense, il est rendu beaucoup plus fort et j'ai beaucoup moins peur, même si j'ai connu la peur. C'est pour ça que j'ai même s'investir dans ce projet-là d'un cancer en cadeau, de ce livre-là, est complètement irrationnel. Oui, parce qu'on s'entend que... C'est pas lucratif, c'est pas un business. Puis t'as lâché ta job, finalement. Non, mais je fais ça que... Puis je veux dire, avec tout ce qui vient avec, puis toute cette passion et tout ça. Mais, puis on s'en est beaucoup parlé, et ça, je trouve ça le fun. J'invite les gens aussi à partager lorsqu'ils ont des prises de décision importantes, parce que souvent, les gens qui nous entourent peuvent nous amener des pistes. Puis toi, tu m'as donné beaucoup cette confiance-là de dire, est-ce que c'est juste pour toi? Puis moi, oui, c'était juste pour moi. J'avais extrêmement peur. Puis j'ai toujours peur, en fait. Mais ce projet-là, je le porte. Mais la peur, elle est normale. Dès que tu sors de ta zone de confort, on connaît pas. Donc, la peur, elle est normale et ça fait partie du processus de sortie de zone. Oui. Donc, demander aussi, c'est de... Tu sais, tantôt, tu parlais de comprendre puis de connaître. Mais quand on connaît que c'est normal de passer à travers cette zone-là pour ensuite goûter à l'autre zone où là, tu es dans la réalisation de toi, dans
dans la vie, finalement. Tu vis ta vie, puis je pense que, je sais pas, j'imagine que c'est ben moi, en tout cas, l'effet de la mort, mais tu sais, la maladie de la mort, c'est tellement... ça se ressemble ça quand se même ressemble beaucoup. beaucoup, mais après ça, c'est que ça donne... Parce qu'on vit un deuil. Oui. Je veux dire, moi, je vis un Le deuil de la santé, puis, mais surtout de la naïveté et de l'innocence. Moi, j'ai toujours dit que j'ai perdu mon innocence le 4 décembre 2020. C'est vraiment ça. Donc, l'espèce de... Tu sais ça, mon innocence, c'est la chose qui me manque le plus. Mon insouciance, c'est la chose qui me manque le plus aujourd'hui, maintenant. Encore là, j'ai toujours, même si je réalise mes projets, même si professionnellement, on est rendu ailleurs où est-ce que j'ai jamais eu autant comme d'opportunités, puis je suis dans une belle vague, là, je me sens pas du tout ostracisée ou mis de côté. Au contraire, je suis restée dans l'autoroute à 100 000 à l'heure et tout ça. Mais il y a comme je m'ennuie de cette naïveté d'avant. Ouais. Puis le deuil de plein de petites choses, tu sais. Moi, il a fallu que je réapprenne à utiliser mon bras droit, tu sais. Puis il y a comme une reconstruction et tout ça. Donc, pendant un certain temps, je ne pouvais pas attacher mes propres pantalons, attacher ma brassière. À cause de l'opération. Oui, énormément. J'ai perdu beaucoup de sensibilité et tout ça. Puis même encore, je vis des limitations quand même physiques, bien qu'en ostéopathie, tantôt, tu disais justement des techniques coup de cœur. Je salue Thibaut et encore Guillaume. Ils sont extraordinaires, là. En endermologie, Marie-France Huard, c'est une sommité. Encore là, une pratique qu'on connaît pas du tout au Québec, l'endermologie. Je connais pas ça. Ah, mais ça, je fais une petite parenthèse. Oui. Ceux qui ont vraiment des cicatrices, allez vous faire traiter en endermologie. C'est magique. Donc, vraiment des limitations qui étaient vraiment notables. Je voyais des améliorations à vue d'œil, là, séance après séance, au niveau de ma mobilité. Donc, puis j'ai pas de... Je suis pas fière représentante des endermologues du Québec, mais sincèrement, j'y crois beaucoup parce que ça fait la différence dans ma vie. Donc, d'avoir... Tout ça est complémentaire. Oui, donc oui, exactement. Puis c'est le fun parce qu'il y a même des ponts qui se font maintenant. Il y a même la clinique Se Reconstruire qui est à Longueuil, qui travaille beaucoup avec Pierre Boucher, l'hôpital Pierre Boucher, puis travaille en maillage maintenant. Puis ça, je trouve ça beau parce que Se Reconstruire a plein de services paramédicaux, dont l'acupuncture, l'endermologie. Ah, c'est beau! Fait que c'est ça que je veux. Mais bref, cette espèce d'humilité de demander à ma mère de m'attacher ma brassière, ben ça reste que... C'est le contact avec ton humanité. Oui, vraiment, vraiment. Puis je trouve ça beau. En tout cas, j'espère garder ces cadeaux-là quand même longtemps. Puis j'espère vivre jusqu'à 103 ans pour pouvoir continuer de transmettre. C'est vraiment ça. Puis j'ai l'impression que quand tu touches, comme moi j'ai touché à la mort, toi t'es touché à la maladie, oui, je comprends. Puis je comprends. Je relate tellement quand tu dis que tu as perdu ton innocence parce que j'ai regardé des photos de moi, genre à 30 ans avant. Tu sais, j'ai regardé des photos juste comme quand je me suis mariée, puis la seule chose qui me vient, c'est « Oh mon Dieu, t'avais rien. C'est pas ce qui s'en vient. T'avais tellement rien vécu. Oh my God. » Mais en même temps, quand tu touches à ça, c'est comme si la force de vie est tout le temps. T'es tout le temps, t'es conscient justement. T'es conscient que t'as une chance actuellement d'être en santé. Donc, en même temps, la peur vient nourrir la force de vie. J'ai l'impression. Et le statu quo n'existe plus. Ça aussi, j'arrête pas de dire ça. Le statu quo n'existe plus, ce qui nous amène à faire du ménage au sens propre et au sens figuré, de remettre en perspective nos relations, la façon, oui, qu'on voit la vie, mais concrètement, il y a beaucoup de gens, justement, post-cancer ou post-deuil, qui vont se redéfinir, donc changer leur statut matrimonial, changer d'emploi, des fois réaliser des rêves qu'ils n'oseraient jamais faire. Et ça, je trouve ça beau parce que ça donne une force, puis ça catapulte, ça propulse et tout ça. Ça donne un sens. Ça donne un sens. Par contre, je reviens, chaque expérience est unique. Donc, si jamais vous nous écoutez, puis vous êtes à bout de souffle parce qu'on vient de finir un parcours de soins, puis vous dites, ben coudonc, j'ai pas la force de devenir une super ambassadrice de quoi que ce soit. Dépose-toi dans ton hiver. Exactement. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je trouve que l'obligation, là. Les saisons intérieures, tu sais, une moment on la sent, l'énergie du printemps. Donc, si l'énergie du printemps n'est pas encore là, l'énergie de renouveau, de renaissance, ben on reste dans l'hiver. Puis moi, je pense qu'à long terme, puis tu sais, puis je suis sûre que tu peux témoigner la même chose, quand tu prends le temps de vraiment ressentir ce qui est juste, puis d'être dans ton hiver, ben une fois que tu es dans le printemps, t'es vraiment dans le printemps. Ça n'a pas été forcé. Il y a comme, t'es dans le flot du printemps. Après ça, t'es dans le flot de l'été parce que, justement, t'as pas rushé. T'as pris le temps de vivre cet hiver-là. Puis ça, je trouve que
Ouais, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a à travailler comme individuellement, mais aussi collectivement, tu sais, d'arrêter de vouloir, tu sais, la vie va tellement vite. Ouais. Puis malheureusement, il nous arrive une épreuve, puis c'est comme tu veux vite aller mieux, tu veux vite passer à autre chose, alors qu'il y a des cadeaux dans l'hiver. Il y a plein de cadeaux dans l'hiver, Ouais. puis j'espère pouvoir, en fait, semer... Bon, un de mes plus grands rêves, en fait, c'est que ce livre-là se rende dans les mains des bonnes personnes qui en ont besoin. Ouais. Point. Vraiment, là, c'est vraiment ça. J'espère vraiment que ce livre-là va créer des ponts. Tu l'as dit, je le répète, va ouvrir une discussion. Ouais. Je veux juste que ça ouvre une discussion. J'espère que ça va être juste la petite graine, puis la personne qui va lire ce livre-là, parce que ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, à tous les types de cancers, aux accompagnants, aux personnes touchées, mais aussi aux cliniciens. Ouais. J'espère qu'ils vont lire ce livre-là, puis ils vont se dire, ben comment moi, dans ma pratique, je vais être en mesure finalement de faire ne serait-ce qu'une ou deux choses différentes ou juste adaptées. Puis je pense à la docteure Israël Fortin qui est extraordinaire aussi, qui collabore au livre, puis qui il dit à quel point l'écoute des patients a transformé le parcours de soins en radio-oncologie. Puis Oui, il parlait beaucoup de son humilité face à sa vision de médecin. Puis ça, je trouve ça beau. Puis je pense à Richard Fleet de la chaire d'innovation en médecine d'urgence aussi dans Charlevoix. Moi, j'ai beaucoup espoir. Ouais. Puis j'espère que ça, là, c'est juste le début de quelque chose. Puis moi, dans ma vie, ben j'ai un chapitre qui vient de se refermer. Puis j'espère que ce livre-là va me permettre d'ouvrir un nouveau chapitre, que moi-même, j'aurais mis les belles bases, puis mes nouvelles bases. Puis j'ai hâte de voir où ça va me mener. Mais j'espère pouvoir transmettre ce message-là au plus grand nombre, puis d'être là pour les gens qui en ont besoin. C'est vraiment ce que je te souhaite, ce que je nous souhaite comme société, ce que je souhaite à notre système de santé aussi, tu sais, d'avoir cette ouverture-là, cette curiosité-là vers un nouveau paradigme qui, comme on le disait tantôt, qui est au service de tout le monde. Vraiment, qui est inclusif aussi. Oui. Puis un jour viendra peut-être où l'acupuncteur écrira dans le dossier médical d'un patient qui est traité dans un hôpital ou qu'un aromatologue pourra être traité comme il se passe. Puis tout ça, ce que je dis là, ça se fait ailleurs dans le monde. Hein? Oui. Je dis ça comme ça, là, ça se fait ailleurs. Oui, mais au Québec, je pense qu'on a... c'est ça, on a évolué à ce niveau-là. Exactement. Ouais. Donc, j'espère que tout le monde va prendre sa santé en main parce que les médecins sont professionnels de la maladie, mais nous aussi, on peut être professionnels de notre santé. Oui. Vraiment. Puis faire partie de notre équipe de soins. Mon grand message dans ce livre-là, c'est que tous individuellement, on peut faire partie de notre équipe de soins. On peut regagner notre pouvoir, t'en parlais d'entrée de jeu. Prendre notre responsabilité. Donc se responsabiliser, se réapproprier ce pouvoir-là et continuer sa vie en pensant à notre bien-être, notre bonheur puis notre vitalité en premier lieu. Ouais. Puis en de nourrir la santé, de nourrir la vie en soi. Oui, puis pensons en prévention aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas un réflexe chez nous aussi. Ouais. Pensons en prévention. Oui. Au lieu juste d'atténuer les symptômes. Ouais. Tout à Puis fait. mon point 100, mon dernier point, je vous le dis tout de suite, comme ça va être fait, c'est être curieux. Ouais. Donc, je souhaite à tout le monde qui écoute ici d'être curieux, puis de nourrir cette curiosité-là, parce que c'est cette curiosité-là qui nous pousse à apprendre, qui nous pousse à aller plus loin, qui nous pousse à discuter. C'est vraiment ça. Donc, être curieux et ouverture va nous mener à plein de choses, comme moi ici aujourd'hui. Oui. Merci. J'ai une question. Vas-y. Parce que c'est une question personnelle. Oui. Bien, personnelle. Parce que c'est ça, je te connais comme amie. Tu sais, on s'échangeait beaucoup de messages, on communiquait beaucoup ensemble dans cette période-là où tu étais dans ton cocon, puis où est-ce que la grande majorité des gens ne savaient pas que tu avais le cancer. Puis tu me disais, écoute, je me rappelle, là, c'était des jours, les semaines après que tu aies appris la nouvelle. Donc, on s'entend que tout ton univers avait chaviré. Puis tu me disais, Joanie, je le sens qu'il y a de la lumière à travers ce projet-là. Je le sens qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui se passe à travers. Puis je te comprenais tellement parce que dans les plus grands moments de douleur, je ressentais ça aussi, mais c'était comme... Je le savais qu'il fallait que je passe à travers un méga hiver avant de me rendre là, mais c'est comme si... c'est une force! Mais c'est comme... J'aimerais ça que tu me parles de ça parce que t'es la seule personne avec qui j'ai
sais, on partage vraiment ça. Puis je comprenais tellement ce que tu voulais dire. C'était comme, oui, Sophie, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, que tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand que toi à travers cette expérience-là, mais en même temps, ça l'enlève pas toute ton humanité puis ton côté humain de ça enlève pas ma douleur aussi, puis le fait que je pleurais le soir en tremblant puis en prenant mes enfants dans mes bras, là. Oui, parce qu'on reste humain puis ça reste que... Attends, c'est une intuition. C'est comme si ton âme savait. Oui. C'est un peu de même que je pourrais peut-être mettre des mots, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus, tu sais. Oui. Mais qu'après ça, il y a toute la tête et les peurs qui rentrent là-dedans. Donc, j'aimerais juste ça que tu me partages. C'est cette espèce de connexion, je pourrais dire, avec ton âme. Totalement. Ouais. Mais je suis super à l'aise d'en parler parce que j'ai fait beaucoup de démarches là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, puis puis j'ai consulté toutes sortes de thérapeutes, tout ça. Puis à chaque fois, c'était un thème qui revenait souvent. Je t'en parlais à toi aussi, mais je sentais que ça ne m'arrivait pas pour rien. Puis c'est pour ça que j'ai jamais demandé pourquoi moi, mais plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec, en fait? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec ça? Qu'est-ce qui va servir? Comment mon expérience va servir? C'était plutôt ça ma première question que je me posais très tôt dans le processus. Puis au début, lorsqu'on se parlait, donc les 11 premiers mois que je gardais ça vraiment que pour mon cercle d'amis très, très proche, j'avais pas nommé nécessairement le livre, mais j'avais déjà commencé à dire les mots « un cancer en cadeau » déjà arrivaient, là. Déjà arrivaient. Oui, je me rappelle qu'un cancer en cadeau, tu m'as dit très, très tôt. Très, très tôt. Il y a un projet qui va s'appeler un cancer en cadeau un jour. Ouais. Exactement. Oui. Donc déjà là, ça, c'est comme arrivé de nulle part. Ça, j'ai senti que c'était le mot juste, les mots justes, un cancer en cadeau. Puis il y a plein de monde qui ont essayé de me faire changer d'idée en me disant « Mais voyons, ça n'a pas de sens, un cancer en cadeau, tu sais, c'est pas un cadeau, puis pourquoi? » Puis même, il y en a pour qui ça choquait. Puis moi, ça, c'était une première des choses, un premier des messages, c'était un cancer en cadeau, c'était important pour moi, ce mot-là. Mais je peux pas le décrire, je peux peut-être dire qu'est-ce que le sentiment que j'ai présentement. Dans mon cœur, là, mais surtout dans mon ventre. C'est beaucoup dans mes tripes. Là, maintenant, on se parle, puis je sens que mes tripes, ils vibrent. Ben mon cœur aussi, parce que je t'aime. Mais vraiment, mes tripes, ils vibrent. Puis, lorsque j'écrivais ce livre-là, parce que ceux qui nous écoutent, c'est 634 pages de contenu. C'est le guide le plus complet. Ouais, puis là, ceux qui nous écoutent sur YouTube, là, regardez. Ça ne fait pas de sens. Mais il est facile à lire, parce qu'il est facile à lire. Il est vraiment très vulgarisé. Oui. Puis ça se lit vraiment par chapitre. Puis, exact. Mais vraiment. Mais quand j'écrivais ça, c'est irrationnel. Puis je parlais avec des amis journalistes qui ont vu le manuscrit et tout ça, qui m'ont dit, mais comment humainement te fait pour l'écrire? Comment humainement? Puis c'est vrai qu'humainement, des fois, je me trouvais totalement niaiseuse. J'écrivais un chapitre sur l'importance du dodo à 1h du matin, mais je suis un imposteur total, OK? Mais c'est totalement, je veux dire, je le mets en toute transparence, ça en est ridicule. Mais comment je suis arrivée à bout de cette affaire-là, puis à bout de mobiliser justement 107 spécialistes autour de ça, et sans compter, là, le lancement va être au CHUM, ou vraiment, donc, mobiliser la fondation du CHUM, le CHUM, il y a des milliers quasiment d'intervenants autour de ça, j'exagère milliers, mais des centaines. Comment j'ai pu bâtir cette guérilla-là? Ben, je sens que lorsque je parlais de ce projet-là, ça résonnait tellement de mon intérieur que je crois que les gens embarquaient un peu comme au début aveuglément. Après ça, bien sûr, personne, il n'y a pas un spécialiste qui connaît pas le produit, là. C'est sûr que, bon. Mais tout part de cette intuition-là, puis cette voix-là intérieure. Puis moi, ma voix intérieure, elle me disait que j'avais besoin de faire ça, puis que mon expérience, en fait, que j'ai vécue, qui était très douloureuse, à chaque fois, je me faisais percer les veines. À chaque fois, j'étais en chimio. À chaque fois, j'étais en radio. On dirait que je sentais que c'était comme un passage que je devais passer pour vivre, apprendre, comprendre, consolider, transmettre. Mais avant tout, je devais vivre. Ben oui. Fait que c'est pas une affaire de genre, j'ai été choisie par l'au-delà, mais pas loin. Pas loin. Puis encore là, est-ce que c'est une affaire comme d'autodéfense, d'être en mesure de pouvoir mettre des mots sur des mots MOTS sur des mots MAUX? Oui. Est-ce que c'est une façon aussi de donner un sens au mal à dit, donc M-A-L-. Qu'est-ce que le mal a dit? Ouais. J'essayais, je ne sais pas. La réponse, c'est que je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant, c'est d'être en studio avec toi, avec ce livre-là dans les mains, puis d'être en mesure de transmettre en toute humilité ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai vécu, puis aussi le savoir de toutes ces personnes-là, qui est riche, qui est grand, tous unis sous la même couverture, pour être en mesure d'aider mes sœurs, mes frères de cancer,
mais aussi tout humain qui veut juste rester en santé. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont intéressantes dans ce livre-là quand on est juste intéressé par la vie. Exact. Point. Oui. De Point. nourrir tout à fait. Ouais. Ben, de nourrir la santé, de nourrir la vie en soi. Exactement. Oui, et de le considérer comme une priorité. Pas juste après avoir été malade ou quand on est malade, non. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi à chaque moment, nourrir la vie? Tout à fait. Puis d'être axé solution aussi. Oui. Tu sais, puis d'avoir la confiance, en fait, qu'on a le droit de poser des questions et de porter action aussi. De reprendre son contrôle. Donc, la confiance, la conscience et l'action, c'est vraiment des mots que j'aime beaucoup. Mais ça marche aussi au milieu des affaires, hein? Parce que moi, je suis une fille de... Tu sais, je suis une fille de corpo, OK? Puis vraiment, c'est pour ça que je fais une super belle conférence aussi là-dessus. Tu sais, comment... Parce qu'il n'y a pas un plus grand stress que celui de perdre sa vie. Et ça, j'aime ça, aller dans les bureaux puis parler, prendre un peu mon histoire. Mais en fait, comment mon parcours professionnel m'a donné les outils pour être en mesure de traiter cette gestion-là. Ah oui, tu te vois sourire parce que tu penses à un passage. Non, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est souvent ça. Hein? Souvent, quand on met au monde des projets de même, c'est comme si toute notre vie, tu sais, tu dis, hein, c'est comme mon âme. Tu sentais que tu avais comme un appel vraiment de ton âme, donc du plus profond de toi. C'est comme si toute ta vie te préparait à ça, tout ton background en communication, tout. Puis je pense où est-ce que tu étais rendu, probablement, personnellement, ça t'a permis de... Bien, moi, je dis que j'ai été un des premiers réflexes d'entrée de jeu, c'est que je me suis nommée CEO de ma santé. Et j'ai bâti mon conseil d'administration puis mon comité aviseur. Ça, c'est des réflexes de gestionnaire, là. On s'entend, là. C'est ça, puis je les appelais comme ça. C'est juste que moi, sur mon conseil d'administration, où il y avait Christiane en polarité, il y avait Guillaume en acupuncture, il y avait Thibault en ostéo, il était tout un après l'autre, mais ça reste. Puis aussi, dans mon conseil d'administration, j'avais mes médecins aussi. Mais mon conseil était diversifié et équilibré. Donc, voilà. Et la diversité, c'est ce qui amène une richesse à tous les niveaux. Donc, moi, j'avais tout ça avec moi et je souhaite, en fait, si vous vivez une épreuve, puis vous êtes justement, vous avez des réflexes de gestionnaire, bâtissez-vous votre comité aviseur puis votre conseil d'administration. Allez-y. Avec une profonde écoute de ce qui est juste pour vous à chaque moment. Exact. Et de vous ancrer là-dedans. Oui. Mon ami. Oui. Merci pour cette belle conversation. Je nous souhaite comme société que ce livre rayonne au Québec, au Canada, dans le monde. Dans le monde, en format audio, même. Vous pouvez même faire du sport. C'est bon pour la santé, je le dis dans le livre. Oui. Puis je nous souhaite vraiment qu'on shift vers un nouveau paradigme de la santé. Puis je suis certaine que ton livre va y contribuer grandement. Je vous le montre à la caméra pour ceux qui écoutent sur YouTube. Donc, un cancer en cadeau. Merci d'avoir pris du temps avec moi. Je t'aime. Moi aussi. Puis merci vraiment beaucoup. Puis une longue vie à notre complicité. Puis merci d'avoir écouté. Puis prenez soin de vous. Oui. Oui.